Bon. Donc, avant de commencer ou bien de continuer, je vais essayer de vous faire un petit rappel de ce que j'ai fait la fois passée. Malheureusement, vous n'avez pas pu m'entendre. Bon, je vous ai envoyé des vidéos des anciennes années, mais je vais essayer de faire un petit rappel de ce que j'ai fait dans le premier cours. Donc, dans ce chapitre-là, j'ai dit qu'on va voir un petit rappel sur la logique. Vous avez tous fait un module de logique en licence. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. La différence, c'est que vous avez eu des modules de logique dans un sens mathématique. Moi, je vais essayer de vous les présenter dans un sens intelligence artificielle pour pouvoir les utiliser dans la résolution des problèmes en intelligence artificielle. Donc, il y a deux parties dans ce chapitre. Il y a la partie logique propositionnelle et puis la partie logique des prédicats, bien logique d'ordre 1. Je vais commencer donc par vous présenter la logique propositionnelle. C'est la logique la plus simple. Dans toutes les logiques, il y a d'autres logiques plus compliquées, mais cette logique propositionnelle, si vous voulez, c'est la logique la plus simple dans toutes les logiques qui existent. Donc, dans cette logique propositionnelle, on va s'intéresser à des expressions qui ont soit la valeur vraie, soit la valeur fausse, c'est-à-dire vous avez une phrase qui soit elle est vraie, soit elle est fausse, mais elle ne peut pas, si vous voulez, avoir les deux valeurs en même temps, c'est-à-dire une phrase qui ne peut pas avoir la valeur vraie ou la valeur fausse. Bon, pourquoi on dit propositionnel? Parce que tout va être représenté par des propositions, c'est-à-dire les données que vous manipulez vont être représentées par des propositions, bien des symboles de proposition, P, Q, R, S, que vous voulez, F1, X, n'importe quel symbole que vous pouvez utiliser. Donc, on va voir par la suite comment on va représenter ces notions-là en logique propositionnelle. Bon, comme vous le savez, quand vous l'avez fait en compilation, lorsqu'on veut présenter un langage, ou bien, pardon, on veut étudier un langage, il y a deux choses à faire. La première, c'est présenter sa syntaxe, c'est-à-dire comment s'écrivent les choses dans ce langage. Et la deuxième partie, c'est la sémantique, c'est-à-dire donner un sens aux entités syntaxiques que vous avez proposées. Donc, je vais commencer par présenter la syntaxe de ce langage de logique propositionnelle. On a dit que l'entité de base dans ce langage, c'est la proposition. Une proposition, c'est quoi? C'est une expression déclarative, c'est-à-dire qui déclare une certaine connaissance, qui peut avoir la valeur vraie ou bien la valeur fausse. On représente généralement syntaxiquement ces propositions par des symboles. Bon, là, j'ai pris P, Q, R, F, 1, X, A, B, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est utiliser un symbole pour représenter une information bien connaissance. Bon, ces propositions, on les appelle des atomes, formule atomique ou proposition. Tous ces noms se rapportent à la même chose, c'est-à-dire proposition, atome, formule atomique, ça définit la même chose, c'est-à-dire une proposition représentée par des symboles. Je vous donne un exemple, je vais commencer par un exemple simple. Supposons que vous voulez représenter l'information Ali est ingénieur, donc Ali est ingénieur, c'est une connaissance. On peut la représenter en logique propositionnelle par une proposition P ou bien un atome P. Et lorsque je rencontre le P, pour moi, ça veut dire, la proposition P nous envoie à la connaissance Ali est ingénieur. D'accord? Donc, lorsque vous voulez représenter des phrases, vous allez dire que cette connaissance, on va la représenter par telle proposition, cette connaissance par telle proposition, ainsi de suite. Donc là, on a introduit l'élément de base dans cette logique qui est la proposition. À partir de ça, on va définir, c'est-à-dire à partir de la notion de proposition, nous allons introduire le symbole négation, et donc pour définir ce qu'on appelle un littéral. Et donc un littéral, c'est quoi? C'est soit une proposition, ou bien un atome, ou bien sa négation. Donc, par exemple, si je reprends la phrase de tout à l'heure, je prends sa négation, Ali n'est pas ingénieur. Donc là, en supposant que P représente Ali est ingénieur, on va la représenter par
non P. D'accord? Donc, on a introduit, si vous voulez, on a commencé à compliquer un peu les choses, on a introduit la négation. Bon, maintenant, je vais vous donner la définition d'une formule. C'est quoi une formule? Et donc, à partir des propositions, bien des littéraux que nous avons définis, on peut former de nouvelles expressions appelées des formules, appelées formules, ou bien une formule, en utilisant les connecteurs logiques que vous connaissez, c'est-à-dire les connecteurs logiques standards que vous connaissez, qui sont la négation, le et, le ou, l'implication ou l'équivalence. Bien sûr, on peut les utiliser d'une manière très imbriquée, avec des parenthèses là à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut avoir des conjonctions à l'intérieur, des jonctions, des implications, des négations, parenthèses, ainsi de suite. Là, on utilise, donc, on va définir c'est quoi une formule. Et donc, une formule en logique propositionnelle est définie récursivement comme suit. Donc, toute formule atomique, ou bien proposition, ou bien atome, est une formule, c'est-à-dire P, Q, R, S, c'est une formule. Et maintenant, si vous avez P et Q sont des formules, alors la négation d'une formule, la disjonction, bien le ou des formules, le et des formules, l'implication de l'équivalence de formules sont des formules. Et donc, vous voyez qu'on peut former des formules très complexes. Par exemple, Ali est ingénieur et Mohamed est architecte. Si je dis par exemple que Ali est ingénieur est représenté par la proposition P, Mohamed est architecte représenté par la proposition Q, donc cette phrase-là, vous avez un et ici, et donc on peut la représenter par la formule P et Q. Bon, là, j'ai pris des exemples très simples, mais vous allez voir qu'on peut avoir des formules très complexes. Bon, maintenant, puisqu'il y a des suites c'est-à-dire dans une formule, vous avez plusieurs connecteurs, et pour ne pas avoir de problème d'ambiguïté du sens de ces formules, on doit définir des priorités entre les opérateurs, parce que lorsque vous avez, par exemple, P et Q ou R, est-ce que ça veut dire P et Q ou R, ou bien P et Q ou R? C'est le même problème qui se pose dans les expressions arithmétiques, vous avez en compilation. Et donc là, on doit définir des priorités entre les connecteurs pour avoir, si vous voulez, un sens unique d'une formule. Et donc, l'ordre de priorité de ces connecteurs, on le donne d'une manière, c'est-à-dire dans un ordre décroissant. Vous avez la négation qui est la plus prioritaire, ensuite le et, le ou, l'implication et l'équivalence. Je vous donne des exemples, vous allez voir comment on interprète cette notion de priorité entre les opérateurs, entre les connecteurs, pardon. Par exemple, si vous avez P est équivalente à Q et R, donc là, comment interpréter cette phrase? Si on ne définit pas d'ordre de priorité entre les opérateurs, là, on peut l'interpréter de deux manières. C'est P équivalent à Q et R, ou bien P équivalent à Q et R. Mais avec cet ordre de priorité, le sens de cette expression-là, ou bien de cette formule-là, c'est la même chose que P équivalente à Q et R, puisque le et est plus prioritaire que l'équivalence. Là, c'est la même chose. Vous avez un exemple où il y a différents connecteurs. Donc, vous voyez que le plus prioritaire, c'est la négation. Donc, c'est la négation qui est entre la plus prioritaire. Et puis, il y a le et, ensuite le ou, ensuite l'implication. Donc, vous avez le P implique toute cette partie. Là, vous avez le même opérateur qui se répète. Et donc, là, on va prendre l'ordre de priorité de gauche à droite. Donc là, vous avez le premier qui est plus prioritaire au deuxième, troisième, et donc le sens de cette phrase-là, c'est la même chose que ça. Voilà, donc là, on a introduit la syntaxe, c'est-à-dire la syntaxe en logique propositionnelle. Nous avons dit que vous avez des propositions, les connecteurs logiques que vous connaissez, vous les mélangez dans tous l'essentiel, c'est respecter bien sûr la syntaxe de ces connecteurs pour avoir des formules. Maintenant, on va passer au sens ou bien à la sémantique de cette syntaxe que nous avons introduite. Donc, la sémantique dans ce langage propositionnel, c'est quoi? Elle va définir les règles, c'est-à-dire qu'on va définir la manière de déterminer la valeur de vérité d'une formule. Bien sûr, dans le cadre d'un modèle particulier, c'est-à-dire, supposons par exemple, vous avez la formule P et Q, il faut définir un modèle, c'est-à-dire donner des valeurs à P et à Q, et après ça, on va calculer la valeur de vérité de P et Q. Et donc, l'affectation de valeur de vérité aux éléments de base d'une expression, par exemple, si vous avez une formule qui contient PQRS, c'est-à-dire 4 propositions, à P, à Q, à R et à S, ça c'est ce qu'on appelle un modèle d'interprétation. Et en utilisant le petit tableau que je vais vous donner, on peut déterminer la valeur de vérité
de n'importe quelle formule, bien sûr, en donnant les valeurs de vérité des propositions qui la composent. Donc, la valeur de vérité d'une formule, elle est déterminée en utilisant ce tableau-là, c'est-à-dire vous avez le sens ou bien la sémantique de la négation, la sémantique du et, du ou, de l'implication et de l'équivalence. Donc ça, vous savez le faire. On vous donne une formule, on vous donne les valeurs de base ou bien le modèle dans lequel on va interpréter une formule, et puis on vous demande de calculer la valeur de vérité de cette formule, et vous pouvez le faire en utilisant ce tableau. Donc là, pour parler du nombre de modèles ou bien le nombre d'interprétations possibles dans une formule, puisque l'affectation des composants d'une formule, j'ai dit, on l'appelle soit un modèle dans lequel on interprète les choses, ou bien interprétation. Et donc, pour une formule composée de n atomes, on peut avoir 2 à la puissance n possibilités. Pourquoi pas? 2 à la puissance n. Si vous avez une formule qui contient une proposition, vous avez soit vrai, soit faux, donc c'est 2 à la puissance 1. Si vous avez une formule qui contient 2, par exemple P et Q, donc le nombre de modèles possibles ou bien le nombre d'interprétations, c'est 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. Et ça correspond, si vous voulez, à vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Si vous avez une formule qui contient 3 propositions, vous allez avoir une table de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 possibilités, et c'est-à-dire toutes les possibilités, les valeurs possibles de P, Q et R, et ainsi de suite. Donc, le nombre d'interprétations possibles dans une formule qui contient n propositions, c'est 2 à la puissance 1. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la sémantique. Bon, ou bien dans un modèle I, c'est seulement si sa valeur de vérité calculée est égale à vrai en utilisant cette table de calcul de vérité. Alors, maintenant, si une formule est toujours vraie, quelle que soit l'interprétation I, alors, bon, ça, c'est pour définir le terme de tautologie. C'est quoi une tautologie? Une tautologie, c'est quelque chose qui est toujours vrai, quelles que soient les valeurs que vous affectez aux propositions qui la composent. Bon, maintenant, l'inverse, si une formule est toujours fausse, quelle que soit l'interprétation dans laquelle on va interpréter le I, alors cette formule est dite inconsistante. Bon, là, quelques propriétés sur tautologie ou bien toujours vrai, toujours fausse. Vous les connaissez, bien, c'est très facile, bien, c'est évident. Bon, là, c'est exemple quelque chose d'inconsistant et de valide. Bon, là, un corollaire pour vous dire que puisque le nombre de propositions dans une formule est fini, on peut toujours calculer, c'est-à-dire qu'on peut écrire un algorithme qui est la valeur de vérité de n'importe quelle formule. Avec, bien sûr, la complexité de cet algorithme, c'est de l'ordre de 2 à la puissance n, puisque le nombre de combinaisons, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est 2 à la puissance n, et donc cet algorithme, il est de l'ordre de 2 à la puissance n. Bon, ça, c'est juste une remarque, c'est qu'il y a tout un tas de recherches, parce que là, vous remarquez que pour n égale 2, 3, 4, on peut dessiner un tableau, mais si le n augmente énormément, là, ça devient ingérable d'avoir un tableau de 2 à la puissance, je ne sais pas, 20 ou 30 ou 40. Et donc là, il y a tout un tas de recherches qui se font pour essayer de résoudre ce problème d'une autre manière, c'est-à-dire essayer de trouver la valeur de vérité d'une formule avec différents moyens. Bon, j'ai parlé aussi de la notion de forme normale. Bon, une forme normale, c'est quoi? C'est essayer de réécrire une formule sous une forme, si vous voulez, qui n'utilise tout d'abord que la négation au niveau des littéraux, la conjonction, la disjonction, et elle est, si vous voulez, écrite d'une manière très simplifiée. Bon, donc là, il y a un moyen pour transformer n'importe quelle formule qu'on vous donne en forme normale, soit conjonctive, soit disjonctive. Bon, c'est quoi une forme normale conjonctive? C'est une conjonction de disjonction de littéraux. Et l'inverse, une forme normale disjonctive, c'est une disjonction de conjonction de littéraux. On va voir tout à l'heure des exemples pour voir comment s'écrit une formule sous forme normale conjonctive ou bien forme normale disjonctive. Bon, là, une définition de formules sont dites équivalentes. Donc, on note F par équivalente à G, si et seulement si leurs valeurs de vérité sont identiques, quelle que soit l'interprétation qu'on utilise dans ces formules. Bon, là, c'est quelques propriétés sur les formules. Bon, F équivalente à G, c'est la même chose que F implique G et G implique F. F implique G, c'est non F ou G, ainsi de suite. F ou G, H, c'est F ou G et F ou H. F et G ou H, c'est la même chose que
F et G ou F et H. La négation de la négation de G, c'est G. La négation du OU, c'est le et des négations. Et la négation du et, c'est le OU des négations. Bon, F ou faux, c'est F, ainsi de suite. Bon, là, je vais en passer. Là, c'est X1 et X2, c'est la même chose que X2, X1. Là, c'est la juxtaposition X implique X2, c'est la même chose que non X2 implique X1. Donc là, c'est des propriétés que vous connaissez, qu'on peut, si vous voulez, utiliser dans la transformation lorsqu'on veut transformer une formule sous forme normale, conjonctive ou disjonctive. Bon, maintenant, je vous donne, il y a un petit algorithme. Toute formule peut être transformée en forme normale, donc soit conjonctive, soit disjonctive, en utilisant les 4, 5, 6 et 7, c'est-à-dire sauf la règle 3, on peut utiliser toutes ces règles-là, et puis à la fin, lorsqu'il n'y a plus d'application de, si vous voulez, de ces règles à part la 3, on va, si on veut avoir une forme normale conjonctive, nous allons utiliser cette partie-là. Si on veut avoir une forme normale disjonctive, nous allons utiliser cette partie de la règle 3. On va voir tout à l'heure aussi un exemple, comment transformer une formule en forme normale conjonctive ou bien une forme normale disjonctive. Bon, donc là, c'est répéter, utiliser toutes les propositions. Là, donc là, c'est pour enlever l'implication, les équivalences. Donc on va appliquer, enlever toutes les équivalences. Là, on va enlever toutes les implications. On va enlever toutes les négations qui se trouvent entre les parenthèses ou bien la négation de la négation, autant de fois que nécessaire. Puis à la fin, soit on utilise cette 3 propriété 3A, ou bien une forme normale conjonctive, ou bien une forme normale disjonctive. Donc là, c'est pour transformer, comment transformer une formule en une autre formule équivalente, bien sûr, qui soit sous forme normale conjonctive, soit sous forme normale disjonctive. Bon, j'ai introduit aussi la notion de conséquence logique, puisque vous allez voir que généralement, dans beaucoup de problèmes en intelligence artificielle, reviennent à cette notion de conséquence logique, c'est-à-dire essayer d'extraire ou bien d'inférer des connaissances à partir d'un ensemble de connaissances. Et donc là, une définition de conséquence logique, c'est quoi? Donc, si vous avez des formules F1, F2 jusqu'à Fn, c'est-à-dire vous avez n formules et une formule G, pour dire que G, la formule G est dite conséquence logique de cet ensemble de formules F1, F2 jusqu'à Fn, ou bien G provient logiquement de cet ensemble de formules F1, F2 jusqu'à Fn. Si c'est une interprétation dans laquelle la conjonction F1 et F2 et Fn vraie, alors le G est aussi vrai. C'est-à-dire pour dire que G est conséquence logique de cet ensemble de formules F1 jusqu'à Fn, il faut qu'à chaque fois que la conjonction F1 et F2 et Fn est vraie, il faut que le G soit vrai. D'accord? Lorsque F1 et F2 et Fn est fausse, on s'en fout de la valeur de vérité de G. Mais à chaque fois que F1 et F2 et Fn est vrai, c'est-à-dire dans toute interprétation dans laquelle F1 et F2 et Fn est vrai, il faut que le G soit vrai. D'accord? On va voir tout à l'heure aussi des exemples, comment montrer qu'une formule est conséquence logique d'un ensemble de formules. Donc, lorsque maintenant, bon, si j'ai conséquence logique de cet ensemble de formules, les FI sont appelés les prémices de la formule G. Bon, là, je vais vous donner une notation mathématique, c'est la notation mathématique qu'on utilise. Lorsque G est conséquence logique d'un ensemble de formules F et F2, bon, là, je vous donne deux théorèmes, puisque là, je vous ai donné la définition de conséquence logique. Il y a deux théorèmes qu'on va essayer de démontrer aussi en TD. Comment démontrer que G est conséquence logique d'un ensemble de formules? Donc, G est conséquence logique de F1 et F2 jusqu'à Fn si et seulement si cette implication-là est valide. C'est-à-dire qu'il est toujours vrai, quelle que soit l'interprétation. C'est-à-dire dire que G est conséquence logique de cet ensemble de formules F1 jusqu'à Fn si et seulement si F1 et F2 et Fn impliquent G. Faites attention, c'est la conjonction en parenthèse qui implique le G. Il faut montrer que ça est valide, c'est-à-dire qu'il est toujours vrai. Si vous arrivez à démontrer ça, ça veut dire que G est conséquence logique de F1, F2 et Fn. Donc là, c'est un si et seulement si, c'est-à-dire que vous avez l'implication dans les deux sens. Il y a un deuxième théorème, on dit que G est conséquence logique de F1, F2 jusqu'à Fn, si et seulement si cette conjonction, c'est-à-dire F1, F2 et Fn, est constante, c'est-à-dire toujours fausse. Donc ça, c'est maintenant pour montrer qu'une formule G est conséquence logique d'un ensemble de formules F1 et Fn, il y a plusieurs manières. Soit utiliser la table de vérité,
pour vérifier que à chaque fois que F1 et Fn est vrai, vous avez le G qui est vrai. Mais cette méthode marche ou bien est utilisable pour les formules ayant un nombre réduit de propositions parce que, comme on a dit tout à l'heure, le nombre d'interprétations possibles dans une formule de n atomes, c'est 2 à la puissance n. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est utiliser la logique, c'est-à-dire démarrer de F1 et F2, Fn vrai et essayer de démontrer que G est vrai sous n'importe quelle interprétation, c'est-à-dire sans fixer une interprétation, soit utiliser le théorème 1, soit utiliser le théorème 2. Donc ça, c'est aussi... bon, là, ça, on va essayer de le faire en TD tout à l'heure, un exercice. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour logique propositionnelle, c'est-à-dire la logique dans laquelle on manipule des propositions. Je vais passer maintenant à, c'est-à-dire essayer de compliquer un peu les choses pour introduire la logique d'ordre 1. C'est-à-dire, bien des fois, il y a des gens qui l'appellent la logique du calcul des prédicats, bien calcul des prédicats d'ordre 1, ainsi de suite. Tout ça, c'est la même chose, c'est la même appellation. Bon, pourquoi nous on a introduit cette logique, c'est-à-dire pourquoi on a fait une extension de la logique propositionnelle vers cette logique, c'est pour introduire la notion de variable. Par exemple, supposons que vous voulez représenter cette phrase-là, si Ali est le père de Mohammed et Mohammed est le père de Saïd, alors Ali est le grand-parent de Saïd. Bon là, en logique propositionnelle, si je dis que je vais représenter Ali le père de Mohammed par P, Mohammed est le père de Saïd par Q, Ali est le grand-père de Saïd c'est R, là ça veut dire P et Q impliquent R. Donc ça, on sait le représenter. Supposons maintenant qu'on veut généraliser les cas général, puisque vous avez CX et le père de Y, où X et Y sont des variables, et Y est le père de Z, Z aussi c'est une variable, alors X est le grand-parent de Z. Donc là, il y a un problème. On ne peut pas représenter cette, si vous voulez, cette règle, ou bien cette loi qui est générale, qui utilise des variables X, Y, Z, avec la logique propositionnelle. Et donc là, c'est ce qui nous amène à introduire la logique d'ordre 1, dans laquelle nous allons introduire la notion de variable. Donc c'est la même chose. Comme tout à l'heure, on va définir la syntaxe, c'est-à-dire comment on écrit les choses dans cette logique d'ordre 1, et puis on va donner la sémantique, bien sûr, et l'utilisation de cette logique d'ordre 1. Donc la syntaxe, je commence toujours par la syntaxe, et puis, donc, syntaxe, c'est-à-dire je vais commencer par les éléments de base, par l'alphabet dans ce langage. Les composantes élémentaires dans ce langage sont, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce langage d'ordre 1, ou bien des prédicats? Il y a les prédicats pour représenter des relations. Il y a les variables pour désigner des entités variables, comme tout à l'heure X, Y, Z. Donc, une variable, vous savez qu'elle prend n'importe quelle valeur. Et vous avez des entités constantes, c'est-à-dire les choses qui ne changent pas, comme Saïd, Mohammed, université, voiture, ainsi de suite. Et puis, il y a, bon, bien sûr, on va utiliser la virgule, les parenthèses pour construire ce qu'on appelle des formules bien formées. Tout à l'heure, on les appelait formules. En logique de calcul du prédicat, on l'appelle des formules bien formées. La même chose, on va commencer par donner des définitions jusqu'à la construction de formules bien formées. L'entité de base dans cette logique, c'est le terme. C'est quoi un terme? On va définir c'est quoi un terme dans cette logique. Donc, un terme est une expression logique qui renvoie à un objet quelconque qu'on manipule. Donc, il y a 3 types de termes. Toute constante est un terme. C'est-à-dire, lorsque vous manipulez des constantes, vous avez une entité qui est constante. Là, un terme peut être une constante qui est utilisée pour exprimer des objets, des entités constantes. Par exemple, Ali, Mohammed, chien, chat, université, module, c'est-à-dire toute entité qui ne change pas ou bien qui est constante, le chiffre 5, ainsi de suite. Là, c'est une constante. Une variable aussi est un terme. Il est utilisé pour représenter des entités variables, c'est-à-dire on peut utiliser une variable pour représenter quelque chose qui peut prendre plusieurs valeurs, comme tout à l'heure le X, Y, Z. La troisième composante, c'est si vous avez f qui est un symbole de fonction, c'est-à-dire une fonction, par exemple le plus, qu'on appelle aussi des fois foncteur, c'est la même chose. Il y a des gens qui l'appellent fonction et d'autres qui les appellent un foncteur. Et si vous avez T1 et T2 jusqu'à Tn sont des termes, n'importe quel terme, alors appliquer cette fonction f à T1 jusqu'à Tn forme un terme. C'est-à-dire f de T1 jusqu'à Tn est un terme. Ce qui revient à dire que la fonction f a un ensemble de termes pour donner un nouveau terme. Donc là, on introduit le terme. Bon, le terme, c'est quoi? C'est une constante, une variable, ou bien une fonction f appliquée à un ensemble de termes, c'est-à-dire f de T1 jusqu'à Tn.
À partir de là, on va construire ce qu'on appelle une formule atomique. C'est-à-dire, en utilisant la notion de terme, on va construire, ou bien, si vous voulez, construire ce qu'on appelle une formule atomique. Bon, une formule atomique, c'est quoi? C'est quelque chose qui est représenté par P de T1 jusqu'à Tn, c'est-à-dire appliquer P à T1 jusqu'à Tn. Là où vous voyez que syntaxiquement, c'est la même chose que F de Tn jusqu'à Tn, mais le sens ne sera pas le même. C'est-à-dire, syntaxiquement, ils s'écrivent de la même manière, mais sémantiquement, ils auront des sens différents. Donc là, une formule atomique est représentée par P de T1 jusqu'à Tn, où P est un symbole de prédicat, c'est-à-dire qu'on va voir tout à l'heure c'est quoi, et les TI sont des termes comme définis dans la définition précédente. Donc, en général, un prédicat est utilisé pour représenter une relation entre les termes, bien sûr dans un certain contexte dans lequel nous allons définir les valeurs des entités que nous avons définies. Bon, le N, c'est appelé l'arité du prédicat, comme tout à l'heure, le N, c'est l'arité de la fonction F. Là, le N, c'est l'arité du prédicat P ou bien de la relation P. Par exemple, je vous donne un exemple. Si j'ai, par exemple, Ali est allé à l'université, comment on va représenter ça dans cette logique d'ordre 1? Donc là, vous avez deux constantes. Vous avez Ali et l'université, par exemple. Bon, ce n'est pas la seule représentation possible. Moi, j'ai pris, par exemple, j'ai dit que dans cette phrase-là, j'ai deux constantes. J'ai Ali et l'université. Je vais définir un prédicat que je vais écrire est allé à. Bon, je vais l'écrire comme ça. Quelqu'un d'autre peut l'utiliser comme est ou bien aller, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est essayer de décrire la relation par quelque chose. Et donc là, cette phrase, je vais dire que je vais la représenter par la formule atomique est allé à Ali Université. Et là, vous voyez que j'ai respecté la syntaxe de P de T1 jusqu'à Tn, puisque là, vous avez deux termes constants Ali Université. Vous avez le prédicat est allé à, et donc là, j'ai une formule atomique. Donc là, c'est la remarque de tout à l'heure, puisque, comme je vous ai dit, F de T1, T1, T2, Tn et P de T1, T2, Tn s'écrivent de la même manière, mais ils auront des sens différents. Bon, un littéral, c'est quoi? C'est introduit la négation comme tout à l'heure, c'est la négation d'une formule atomique. Donc un littéral est défini comme une formule atomique sans négation, c'est-à-dire qu'on introduit la négation là par une A, pour dire qu'Ali n'est pas allé à l'université. Donc, on introduit la notion de la négation. Bon, maintenant, à partir de ça, comme tout à l'heure, on va définir c'est quoi une formule bien formée, ou bien, dans la suite, je vais l'appeler FBF. Donc, une FBF, c'est quoi? Donc, toute formule atomique est une FBF, c'est-à-dire toute formule P de T1 jusqu'à Tn est une FBF. Toute conjonction de FBF est une FBF, donc là, j'ai introduit le E. Toute disjonction de FBF est une FBF, donc j'ai introduit le OU. La négation d'une FBF est une FBF. Donc là, je répète qu'on peut utiliser, par exemple, des parenthèses. C'est-à-dire, on peut avoir P de T1, T2, P2 de T1, T2, ainsi de suite. Donc, on peut utiliser des et sur plusieurs formules atomiques. La négation, c'est la même chose. L'implication et l'équivalence. C'est-à-dire, si vous avez P et Q qui sont deux FBF, alors P implique Q et P est équivalent à Q sont des FBF. Là, par exemple, un exemple, Mohamed aime le chat. Donc là, je vais dire que j'ai quatre constantes. J'ai Ali, chien, Mohamed et chat. Donc là, j'ai quatre constantes. J'ai défini quatre constantes. Et je vais définir aussi deux prédicats ou bien deux relations qui sont A et le prédicat M. Et donc là, cette phrase-là, puisque j'ai un « et » ici, je vais la représenter par A, Ali, chien. Ça, c'est une formule atomique. Et M, Mohamed, chat. Là aussi, c'est une autre formule atomique avec des constantes, des termes constants, Ali, chien, Mohamed et chat. On va voir bien sûr qu'on peut compliquer les choses pour avoir des formules très complexes. Bon, maintenant, on va introduire une nouvelle notion que vous connaissez bien sûr, c'est les quantificateurs, puisqu'on avait dit que tout à l'heure, dans la formule bien formée, ou bien nous avons dit qu'un terme peut être une variable. Là, on va essayer d'introduire deux quantificateurs qui sont, il existe, ou bien lequel que soit, pour dire, est-ce que lorsque vous avez par exemple P de quelque chose qui contient une variable X à l'intérieur, est-ce que ce P est vrai pour n'importe quelle valeur prise par cette variable X,
ou bien pour au moins une valeur prise par cette variable x. Et donc là, ça nous ramène à introduire le quel que soit et il existe pour les variables, c'est-à-dire bon, dans cette logique, le quel que soit il existe ne va qu'avec des variables. Dans d'autres logiques, la logique d'ordre 2, on peut mettre le quel que soit il existe devant les prédicats, mais au niveau de cette logique, c'est-à-dire nous, ce qui nous intéresse, chaque variable doit avoir un quantificateur. Je répète, chaque variable qu'on utilise ou bien qu'on manipule dans une formule bien formée doit avoir un quantificateur, soit quel que soit il existe. D'accord? Donc, on ne va pas utiliser des formules dans lesquelles il y a des variables qui n'ont pas de quantificateur et nous n'allons pas utiliser des quantificateurs devant des prédicats. Vous n'allez pas me dire quel que soit P de quelque chose ou bien quel que soit F de quelque chose, c'est quel que soit X ou bien il existe X. Ou X est une variable, bien sûr. Donc là aussi, un exemple pour introduire ces notions de quantificateurs. Voilà, par exemple, il y a un enseignant qui assure le cours. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins un enseignant qui assure le cours. Et donc là, j'ai introduit deux prédicats qui sont enseignant et assure. Vous avez une variable X et vous avez une constante cours. Et donc là, je peux interpréter cette formule par il existe X et enseignant et assure X cours. Bon, une autre remarque très importante, c'est que l'ordre de priorité entre les quantificateurs est très important. Là, par exemple, je vous donne toutes les combinaisons possibles avec le même prédicat et vous voyez que le sens de la phrase ou bien de la formule change lorsque l'ordre ou bien lequel que soit il existe change dans une formule. Là, par exemple, quel que soit X, il existe Y, M, X, Y, c'est-à-dire X, M, Y. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde aime quelqu'un. C'est-à-dire, quel que soit X, il aime quelqu'un Y. L'inverse, si vous mettez il existe X, quel que soit Y, là, si vous voulez, c'est un autre sens. C'est qu'il y a quelqu'un qui aime tout le monde, ainsi de suite. Bon, là, variable liée, variable libre, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les variables qu'on manipule doivent avoir, si vous voulez, un quantificateur devant elles. Je vais passer maintenant à la sémantique. Bon, on passe à la sémantique. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Définir la sémantique, c'est essayer de définir comment on interprète les entités syntaxiques que nous avons données pour donner un sens à une formule atomique. D'accord. Maintenant, pour définir cette sémantique, la première chose à faire, c'est qu'on définit un domaine d'interprétation, c'est-à-dire un domaine où les entités que nous avons définies prennent leur valeur. Dans la logique propositionnelle, si vous vous souvenez, nous avons dit que P peut avoir soit la valeur vraie, soit la valeur fausse. Donc, le domaine, c'est le domaine booléen. Mais là, puisqu'on a des variables et des constantes qu'on manipule, il faut définir dans quel domaine on va interpréter ou bien dans quel domaine ces entités syntaxiques prennent leur valeur ou bien ces symboles de fonction, comment ils sont définis. Par exemple, je peux vous dire, mon domaine d'interprétation, c'est N, c'est l'ensemble des entités naturelles, ou bien mon domaine d'interprétation, c'est l'ensemble R, mon domaine d'interprétation, c'est le domaine de la vie courante, ainsi de suite. Et donc là, la première chose à faire, c'est essayer de définir un domaine dans lequel ces choses-là vont être interprétées. C'est ce qu'on appelle un domaine d'interprétation. Par exemple, on peut avoir des formules dans lesquelles on vous dit le domaine d'interprétation, c'est l'ensemble des booléens. Et donc, les variables, ou bien les constantes, ou bien les fonctions qu'on utilise, ne peuvent être que les fonctions qu'on peut utiliser sur les booléens. Si c'est les antinaturels, le n par exemple, là aussi, les constantes que vous manipulez doivent être des antinaturels, les fonctions doivent être des fonctions qu'on peut appliquer aux antinaturels, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez défini le domaine d'interprétation, bien le domaine dans lequel vous allez interpréter des choses, il faut, à chaque symbole de prédicat, c'est-à-dire nous avons dit qu'un prédicat c'est une relation, à chaque symbole de prédicat bien de relation P, on lui attribue une relation dans ce domaine. Par exemple, si je définis la relation bien le prédicat égal, donc là, je vais dire que égal, c'est l'égalité dans le domaine d'interprétation. Maintenant, à chaque symbole de fonction, f, qu'on a défini ou bien qu'on a utilisé, on doit lui attribuer une fonction dans ce domaine. Si par exemple, j'ai défini la fonction plus sur le n, le plus utilisé, ça va être l'addition dans
le domaine des entiers naturels. Et à chaque symbole de constante, bien sûr, on lui attribue, c'est-à-dire à chaque entité syntaxique constante que vous avez utilisée, vous lui attribuez une constante dans ce domaine. Bien sûr, en général, on prend le sens des choses. Par exemple, si je prends la constante 5, là, je vais dire que c'est le chiffre 5. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que je peux utiliser une entité syntaxique 5 et après, je vais dire que l'entité syntaxique 5 utilisée correspond au chiffre 500 dans l'ensemble des entités naturelles. Et donc là aussi, je peux faire ça. Mais généralement, pour ne pas compliquer les choses, à chaque symbole, si vous voulez, de fonction, bien de constante ou bien de prédicat, on lui donne son sens habituel pour ne pas compliquer les choses. Bon, une fois que vous avez défini, si vous voulez, le domaine et le sens de chaque entité utilisée, vous pouvez des fois calculer, bien sûr, la table de vérité, comme on a fait, la valeur de vérité d'une formule, mais dans cette logique, ce n'est pas toujours possible. On va voir juste après pourquoi. Bon, là, les valeurs de vérité des expressions qui ne contiennent pas de valeur, parce que le problème qui se pose dans cette logique, qu'on ne peut pas toujours déterminer la valeur de vérité d'une formule, c'est les variables. Pourquoi? Parce que, surtout lorsque le domaine est infini, là, on ne peut pas savoir quelles sont les valeurs qui peuvent être prises par ces variables, et donc, on ne pourra jamais démontrer ou bien calculer la valeur de vérité pour n'importe quelle valeur prise par les variables dans un domaine infini. Ça, c'est évident. Par contre, si on prend un domaine d'interprétation qui est fini, là, on peut utiliser, c'est-à-dire qu'on peut calculer la valeur de vérité de n'importe quelle formule dans un domaine fini, puisqu'on peut prendre toutes les valeurs possibles que peut prendre ces variables. Donc, maintenant, en plus des propriétés qu'on a vues dans la logique propositionnelle, c'est-à-dire 1, 2, 3 jusqu'à 8, je ne me rappelle pas, les propriétés sur la logique propositionnelle restent valables dans cette logique. On ajoute ces propriétés-là qui sont liées au quantificateur, puisque dans la logique propositionnelle, on n'a pas de quantificateur. Donc, la négation de « il existe », c'est le quel que soit de la négation. La négation de quel que soit x p de x, c'est il existe x non p de x. Quel que soit x p de x et q de x, c'est la même chose si je renomme la deuxième variable. Il existe x p de x ou q de x, je peux renommer la deuxième variable et ça reste la même chose. Quel que soit x p de x, c'est la même chose que quel que soit y p de y, c'est-à-dire je renomme la variable x en y et c'est la même chose pour il existe, c'est-à-dire je peux faire un renommage de variable sans changer la valeur de vérité de n'importe quelle forme. Par contre, il faut faire très attention, le quel que soit x, p de x ou q de x, ce n'est pas la même chose que quel que soit x, p de x ou quel que soit y, q de y. Faites très attention à ça. Tout à l'heure, c'était il existe x, voilà, quel que soit x, p, le et, mais pour le ou, ça ne marche pas. La même chose pour il existe. Il existe pour la négation, on peut, si vous voulez, diviser la formule en deux. Par contre, pour un S, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, il existe x, p de x et q de x, ce n'est pas la même chose que si vous renommez la deuxième variable. Donc là aussi, c'est la même chose que tout à l'heure. Tautologie inconsistante, quelque chose qui est toujours vrai ou bien toujours faux, c'est la même définition que en logique propositionnelle. Bon, là, semi-décidable, pour savoir c'est quoi semi-décidable, comme je vous ai dit, puisque les formules dans cette logique peuvent contenir des variables, il y a des fois où on ne peut pas, en général, on ne peut pas toujours déterminer la valeur de vérité d'une formule qui contient des variables dans un domaine infini. Et donc, c'est pour ça qu'on dit le calcul des prédicats est semi-décidable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours calculer la valeur de vérité d'une formule dans cette logique. La même définition de conséquence logique. Bon, une formule FBFX est une conséquence logique d'un ensemble de formules S ou bien F1 et F2 jusqu'à Fn. Si et seulement si, à chaque fois si S est vrai, alors le X est vrai. C'est la même chose qu'en logique propositionnelle. C'est-à-dire c'est la même définition. Les mêmes définitions qu'on a prises en logique propositionnelle restent valables dans cette logique d'ordre. Je vais passer maintenant à quelque chose de très intéressant dans cette logique, c'est la règle d'inférence. Bon, la règle d'inférence, c'est quoi? C'est que vous avez un ensemble de formules et vous avez un ensemble de connaissances à partir duquel on veut inférer de nouvelles connaissances. Bon, il y a des règles d'inférence
classiques que je vais les présenter, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la résolution que je vais donner par la suite. Donc là, première règle d'inférence, c'est le modus ponens en mathématiques qui dit que si vous avez W1 et vous avez W1 qui implique W2, alors là, on peut inférer W2. C'est-à-dire, si vous avez ces deux formules, là, ça veut dire que c'est automatiquement, vous avez le W2. La spécialisation universelle qui dit que si vous avez quel que soit XW de X, alors là, on peut inférer W de A où A est une constante. Pourquoi? Parce que si W de X est vrai pour n'importe quelle valeur pour X, il est automatiquement vrai pour le A. Si on combine maintenant ces deux, là, combinaison de ces deux règles, c'est-à-dire à partir de quel que soit X, W1 de X qui implique W2 de X, et si vous avez W1 de A, alors on peut inférer W2 de A automatiquement. C'est-à-dire, on peut, si vous avez ces deux formules, ces deux FBF, cette implication est W1 de A, où A est une constante, là, vous pouvez déduire que vous avez la formule W2 de A. Bon, là, comment on a fait pour cette règle-là? Là, on a remplacé la variable X dans cette formule par A. Donc, si je remplace le X par A, là, je vais avoir W1 de A implique W2 de A. Donc là, c'est pour rendre identique W1 de A et W1 de X. Et donc, si je remplace la variable X par A, là, je vais obtenir le W2 de A. Et cette notion-là de remplacement de variables par quelque chose pour rendre deux expressions ou bien deux formules, deux expressions identiques syntaxiquement, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu W1 de X et W1 de A identiques syntaxiquement en W1 de A en remplaçant le X par A. Là, ça s'appelle la notion d'unification. Je vais l'introduire par la suite. Donc, c'est quoi l'unification? C'est lorsque vous avez une expression E1 qui contient des variables et vous avez une expression E2 qui contient des variables aussi. On va essayer de trouver un moyen par quoi remplacer les variables de ces deux expressions E1 et E2 pour les rendre identiques syntaxiquement. Et ça, c'est très, très intéressant, important, si vous voulez, dans les problèmes d'intelligence artificielle. Vous allez voir, Inch'Allah, l'année prochaine, dans le langage, ou bien dans la programmation logique avec contrainte, vous allez voir que lorsque vous allez exécuter vos programmes en Prolog ou bien en CLP, 80%, bien jusqu'à 80% du temps d'exécution de vos programmes revient à l'utilisation de ces algorithmes d'unification. Bon, unifier une expression E1 avec une expression E2 revient à trouver par quoi remplacer les variables de E1 et de E2. Je précise bien, on ne remplace que les variables, de telle sorte à ce que lorsque je remplace ces variables par quelque chose, ces deux expressions deviennent identiques syntaxiquement. D'accord? C'est-à-dire qu'ils s'écrivent de la même manière. Je vais introduire cette notion d'unification et je vais vous montrer comment ça marche. Bon, je vais le faire juste avant de vous présenter ces deux notions-là de système sain et système complet. Ça, pour les gens qui, Inch'Allah, vont continuer leur recherche, ces deux notions-là sont très importantes lorsque vous voulez proposer quelque chose, ou bien proposer un système, ou bien proposer une propriété. Comment montrer? Les deux premières questions qu'on vous pose, c'est essayer de, comment justifier que votre système est sain et que votre système est complet. Bon, un système est sain, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que fait votre système peut être dérivé d'une manière mathématique, ou bien peut être démontré de manière mathématique. Bon, pour notre cas, on dit qu'un système de règles d'inférence est dit sain si tout théorème dérivable, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu dériver ou bien pu inférer à partir d'un ensemble de FBF, on doit pouvoir le justifier qu'il est conséquence logique de cet ensemble de FBF. C'est-à-dire toute formule que vous allez inférer, il faut que, c'est-à-dire inférée par votre système, il faut que cette formule soit conséquence logique de l'ensemble de formules. Là, c'est pour dire qu'il est sain. Bon, maintenant, dire qu'un système est complet, ça veut dire qu'il permet de faire tout ce qui est faisable. C'est-à-dire, on dit qu'un système d'inférence est complet si toutes les règles qu'on peut obtenir, toutes les formules, pardon, qu'on peut obtenir en utilisant la notion de conséquence logique, on peut les utiliser, on peut les avoir, pardon, en utilisant ce système de règles d'inférence. Donc, ça veut dire que c'est logique. Complet, ça veut dire qu'il fait tout ce qui est. Je reviens maintenant à la notion d'unification, comme on vient de vous le dire. Lorsqu'on veut unifier deux expressions E1 par exemple
avec une expression E2, c'est essayer de trouver par quoi substituer les variables ou bien par quoi remplacer les variables dans les deux expressions E1 et E2 pour que si je remplace ces variables par ces choses-là, on va voir c'est quoi, les deux expressions deviennent identiques. Mais avant de vous donner l'algorithme, je vais introduire la notion de substitution. Bon, c'est quoi une substitution? Bon, une substitution que généralement on représente par des termes comme ça, sigma ou alpha, ce que vous voulez, c'est une application qui va d'un terme dans un autre terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle fait cette application? C'est l'identité, c'est-à-dire qu'elle ne change pas un terme t, sauf on a un certain nombre de variables. C'est-à-dire on a un certain nombre de variables dans le terme t, là, elle va le transformer en autre chose. Et comment on note cette substitution sigma? C'est un ensemble de xi, ti. Là, faites très attention, c'est quoi? C'est xi slash ti. Là, le xi est une variable. Ça peut être n'importe quelle variable, x, y, z, v, ce que vous voulez. Et le ti doit être un terme. Donc, je répète, une substitution, c'est quoi? C'est un ensemble de couples xi, ti, c'est-à-dire x1, t1, x2, t2, x3, t3, ainsi de suite, où les xi sont des variables et les ti sont des termes. Bon, il y a des fois des gens qui utilisent le slash, il y a d'autres qui utilisent virgule, mais c'est la même chose. Donc là, une substitution, c'est quoi? C'est un ensemble de couples comme ça, x1, t1, x2, t2, où les xi sont des variables et les ti sont des termes, comme défini précédemment. Bien sûr, ça peut être le ti peut être soit une constante, soit une variable, soit une fonction f de t1 jusqu'à t1. Bon, maintenant, une fois que vous avez défini, qu'on a défini cette notion de substitution comme étant cet ensemble-là, on définit l'instanciation d'un terme t comme étant l'application d'une substitution sigma à t. On la note comme ça, t' égale à sigma de t. Et ça consiste en quoi? Il consiste à remplacer dans le t tous les xi par ti. D'accord? Donc, appliquer une substitution x1, t1, x2, t2, x3, t3, ainsi de suite, à un terme t, revient à remplacer dans le terme t, ou bien dans l'expression t, les variables xi par les t. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez par exemple l'expression p de x, f de y, b, où x, y sont des variables, b est une constante, f est une fonction, on peut obtenir les instances suivantes en utilisant, par exemple, si j'utilise la substitution xz, yz, yw, là vous voyez que on respecte bien la syntaxe d'une substitution, c'est-à-dire une variable interne, une variable interne. Bon, si j'applique cette substitution à cette expression-là, ça consiste à remplacer le x par z et le y par w. Et donc, j'obtiens p de z, f, w, b. Si j'utilise la substitution ya, c'est-à-dire je remplace les y par a, j'obtiens cette expression-là. Si je remplace x par c et y par a comme substitution, on obtient cette expression qui est là, qu'on appelle aussi instance close, c'est-à-dire qu'elle ne contient plus de variables. Donc, juste une remarque, c'est que dans une substitution x et ti, tout d'abord, toutes les variables sont distinctes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que j'ai une substitution dans laquelle je vais remplacer x par 5 et puis à un certain moment, je vais dire que je vais remplacer x par 10. Bon, là, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire les xi doivent être distincts. Dans une substitution, les xi sont distincts. La deuxième remarque, c'est que le xi ne doit pas apparaître dans ti. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas dire que j'ai une substitution x remplacée par f de x. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne va pas s'arrêter. X par f de x, et puis le x par f de x, et vous allez avoir remplacé x par f de f de f de f, et votre programme va boucler. Voilà, c'est juste une composition. Comment on définit la composition de substitution? Bon, c'est simple. Il se fait en 3 étapes. Si vous avez une substitution sigma 1 et sigma 2, la composition de deux substitutions qu'on note sigma 1 rond sigma 2 peut se faire en 3 étapes. Bon, maintenant, la première étape, c'est appliquer sigma 2 au terme ti de sigma 1. Retirer de sigma 2 les éléments bi, ti, t', tel que bi est une variable de sigma 1 et puis rassembler le tout pour avoir, je vous donne un exemple. Vous avez un exemple ici de composition de substitution. Je reviens maintenant, donc je répète, une substitution, c'est un ensemble de variables termes,
X1 slash T2, X2 slash T2, où les XI sont des verbes distincts et les TI sont des termes qui ne contiennent pas XI. Une fois que vous avez défini une substitution, on revient à la définition d'unification. On dit que deux expressions, bien deux littéraux T1 et T2 sont unifiables. Bon, ils peuvent ne pas être unifiables s'il existe une substitution sigma telle que sigma de T1 est égal à sigma de T2. C'est-à-dire, si on arrive à trouver une substitution sigma qui, si on l'applique à T1 et à T2, elles deviennent identiques syntaxiquement. Pardon. Bon, juste une remarque aussi, là aussi, c'est que deux littéraux peuvent avoir éventuellement plusieurs unificateurs, parce qu'on peut, par exemple, des renommages de variables, on peut trouver dans deux expressions plusieurs unificateurs, bon, éventuellement, pas toujours le cas, pour deux littéraux quelconques. Il y a un, bon, ça aussi, vous allez le voir en logique, vous allez voir prologue, c'est ce qu'on appelle l'unificateur le plus général. C'est quoi sa définition et ça correspond quoi? C'est l'élément, si vous voulez, c'est le cœur de programme prologue. Bon, là, c'est un petit algorithme qui calcule, c'est-à-dire qui vous lui donnez E1 et E2, et bon, sa réponse va être soit échec, si E1 et E2 ne peuvent pas s'unifier, soit il va vous rendre la substitution sigma, qui, si on l'applique à E1 et à E2, vous allez avoir c'est-à-dire les deux expressions E1 et E2 unifiables. Donc là, on va le dérouler en TD, mais je vous laisse le soin si vous voulez le voir comment il marche. Je termine par la règle d'inférence qui est la résolution. Bon, là, la résolution, là aussi, c'est le cœur du langage prologue. En prologue, il y a deux choses. Il y a l'unification et la résolution. Bon, là, il y a une certaine classe de FBF appelée close. Bon, je crois qu'on n'aura pas le temps de la terminer. On arrête là pour l'instant pour cette partie du cours. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on va revenir à cette notion de résolution et la suite du chapitre 1. Donc, on va arrêter là. Je vous donne 10 minutes pour se reposer et puis on se verra dans 8 minutes, Inch'Allah. À tout de suite.